On pense souvent que dans les relations internationales, il y a la diplomatie d'un côté et puis la guerre de l'autre. Oui, deux extrêmes bien séparés. Exactement. Et les sanctions économiques, on les place en général quelque part au milieu. Une alternative, une façon d'éviter le conflit armé. Une option plus civilisée. C'est ça. Mais aujourd'hui, on va explorer une analyse qui propose une idée beaucoup plus dérangeante. Et si les sanctions et l'invasion militaire n'étaient pas des alternatives, mais les deux faces d'une même pièce? Exactement. Et si ce n'était pas une échelle où l'on monte un barreau après l'autre, mais plutôt un spectre continu de pouvoir? C'est précisément le sujet de notre discussion. On va se plonger dans un texte du laboratoire d'analyse des discours contemporains. Il est intitulé « États-Unis et Venezuela, une lecture politico-hégémonique ». Un titre assez dense. Oui, mais le contenu est fascinant. Et notre mission, ici, ce n'est pas de juger la politique américaine ou vénézuélienne, mais vraiment de décortiquer la logique que ce document met en lumière. Comprendre le mécanisme en somme. Voilà. Comment la force militaire et le droit économique peuvent-ils s'articuler dans un seul et même système, ce que le texte nomme un continuum hégémonique? C'est une question qui change pas mal de perspectives. Alors, commençons par le début de ce continuum, ou du moins son outil le plus spectaculaire. L'intervention militaire. L'intervention militaire. C'est le point de départ logique, oui, parce que c'est le plus visible. Mais ce que l'analyse souligne d'emblée, c'est qu'on ne parle pas d'un événement exceptionnel. Le texte, il cherche à révéler ce qu'il appelle une profondeur structurelle. Une profondeur structurelle. C'est-à-dire? Autrement dit, l'invasion dans certaines zones du monde, et l'Amérique latine est citée comme un cas d'école depuis la doctrine Monroe. Le fameux précaré américain. Exactement. Eh bien, dans ce cadre, l'invasion n'est pas une rupture des règles du jeu. C'est presque l'une des règles du jeu. Et ce qui est fascinant quand on entre dans le détail de l'analyse, c'est l'importance du langage. L'auteur insiste sur le fait que le mot « invasion », il est presque systématiquement évité dans les discours officiels. Ah oui, ça c'est un point clé. On entend plutôt parler d'intervention, d'opération de stabilisation. Mission de sécurité, action préventive. Voilà, tout ce vocabulaire. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas juste du jargon politique classique? Enfin, tous les pays essayent de présenter leurs actions sous un jour favorable. Qu'est-ce qui est si particulier ici d'après le texte? La question est excellente parce qu'elle nous force à aller au-delà de la simple langue de bois. L'analyse, en fait, elle soutient que ce glissement terminologique a une fonction bien plus profonde que de simplement faire joli. D'accord. Le but, c'est de désamorcer la charge impériale. Désamorcer la charge impériale. En clair, il s'agit de faire passer un acte de guerre, qui est fondamentalement un acte de puissance politique, pour une sorte d'opération de maintenance, une réponse technique à un problème. Une opération de maintenance. L'image est assez forte. Comment est-ce que ce discours construit cette idée? Alors, il le fait en créant une asymétrie totale entre les deux acteurs. D'un côté, il y a l'intervenant, les États-Unis, qui est présenté comme un acteur rationnel, presque clinique. Le médecin qui pose un diagnostic? C'est exactement ça, le médecin qui pose un diagnostic sur un patient malade. Et de l'autre côté, il y a l'État ciblé, qui est décrit comme déficient, c'est le patient. Déficient comment Il est soit corrompu, soit autoritaire, soit incapable de gérer son économie, d'assurer la sécurité. Bref, il est présenté comme défaillant. Je vois. Et dans ce cadre, eh bien, l'intervention militaire n'est plus une agression, elle devient une solution substitutive à une souveraineté jugée défaillante. On ne vous envahit pas, on vous répare. D'accord, je vois l'idée. On transforme un problème politique complexe en une sorte de panne qui nécessite une réparation par un expert extérieur. C'est ça l'idée. C'est ça. Mais il n'y a pas que l'aspect technique. L'analyse, elle insiste beaucoup sur la dimension morale qui vient enrober tout ça. Bien sûr, et c'est le deuxième pilier du discours. La violence, qui est bien réelle, elle est justifiée comme un mal nécessaire. Et surtout un mal transitoire, j'imagine. Oui, voilà, c'est crucial. On ne fait pas la guerre pour le plaisir, on le fait pour atteindre un objectif jugé noble, supérieur, restaurer la démocratie, assurer la stabilité, protéger les droits humains. C'est ce que l'analyse appelle un acte fondateur paradoxal. Attendez, acte fondateur paradoxal, ça sonne un peu académique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on détruit pour reconstruire. C'est une idée très contradictoire, et c'est justement toute la force de ce discours. D'accord. Concrètement, ça veut dire nous devons temporairement suspendre votre souveraineté pour vous apprendre à être de vrais souverains plus tard. C'est presque infantilisant. Ça l'est. Nous devons détruire vos institutions actuelles jugées corrompues pour permettre à de nouvelles, saines, d'émerger. C'est une logique sacrificielle.
Hein, on accepte un mal présent au nom d'un bien futur. Donc l'acte violent de l'invasion est, en quelque sorte, recodé. Il est recodé, oui. Non pas comme une fin, mais comme le point de départ, douloureux mais nécessaire, d'une nouvelle ère. Et ce discours, ce récit, si j'ai bien compris l'analyse, il ne s'adresse pas seulement aux habitants du pays concerné. Non, et c'est un point capital. L'invasion fonctionne aussi, et peut-être même, surtout, comme un message systémique. C'est-à-dire un message au reste du monde. Tout le monde où se situent les lignes rouges à ne pas franchir. C'est une façon de discipliner l'ensemble du système en quelque sorte. De réaffirmer qui fixe les normes. Exactement. Cette idée que l'invasion est un message est cruciale. Mais d'après l'analyse qu'on étudie, ce message n'a pas toujours besoin d'être envoyé avec des bombes. Non. Il peut être transmis par des moyens beaucoup plus silencieux, presque invisibles. Et c'est là qu'on arrive aux sanctions. Voilà, la transition parfaite. C'est là que le concept de continuum de domination prend tout son sens. L'analyse propose de ne plus voir l'invasion et les sanctions comme deux options distinctes. Mais comme deux instruments sur un même clavier. C'est une belle image. La différence, elle ne réside pas dans l'objectif, qui reste de modifier le comportement d'un État, mais dans la nature de l'outil. L'invasion mobilise l'armée, les sanctions, elles, mobilisent le droit, la finance, les marchés. Donc ce n'est pas soit l'un, soit l'autre, mais potentiellement l'un et l'autre, ou l'un puis l'autre. Le texte parle d'une complémentarité structurelle. Précisément. Le discours officiel les présente souvent comme des alternatives. On impose des sanctions pour éviter la guerre, ce qui les fait paraître plus civilisés, plus acceptables. Oui, c'est l'argument qu'on entend tout le temps. Mais ce qui ressort de cette lecture, c'est qu'en réalité, elles se légitiment mutuellement. C'est une sorte de cercle vicieux. Comment ça? On impose des sanctions. Si elles ne fonctionnent pas, leur échec devient alors l'argument principal pour justifier l'étape suivante, l'intervention militaire. Ah, c'est un point vraiment important. Est-ce que le texte explore comment cette naturalisation de l'escalade, comme il l'appelle, se joue dans le débat public? Oui, tout à fait. Parce que passer de «les sanctions ne marchent pas» à «donc il faut envoyer l'armée», c'est un saut logique qui est énorme. C'est un saut logique, mais le discours le rend presque naturel. Le raisonnement implicite, c'est un peu «nous avons tout essayé, nous avons utilisé les outils pacifiques, les outils du droit et de l'économie, on leur a donné leur chance». Voilà. Puisque la coercition douce a échoué face à leur irrationalité ou leur entêtement, eh bien la coercition dure devient non seulement une option, mais une nécessité morale et stratégique. Donc l'échec des sanctions n'est pas vu comme un échec de la stratégie. Non, rien ça. C'est vu comme la preuve de la culpabilité de l'État ciblé. Et ça justifie de passer à la vitesse supérieure. Je comprends mieux le mécanisme. Dans le cas des sanctions, l'analyse parle d'une universalisation asymétrique. Est-ce qu'on peut appliquer la même logique à l'invasion russe? Absolument. Le parallèle est vraiment au cœur de l'argument. Cette universalisation asymétrique, c'est un peu comme si, dans une partie de cartes, un seul joueur avait le droit d'inventer de nouvelles règles en cours de jeu. Et de pénaliser les autres pour ne pas les avoir suivis. C'est ça. Une loi américaine sur les sanctions, par exemple, c'est une loi nationale. Mais par le pouvoir du dollar et du système financier, elle s'applique de fait au monde entier. C'est une norme qui se dit universelle, mais qui ne s'applique que dans un sens. Et pour l'invasion? Du coup, pour l'invasion, c'est la même chose, mais avec des concepts moraux plutôt que juridiques. L'intervention se fait au nom de valeurs présentées comme universelles. La démocratie, les droits de l'homme, la lutte contre le terrorisme. Donc le mécanisme est le même. Dans les deux cas, le mécanisme est le même. L'acteur dominant s'arroge le droit non seulement de définir la norme universelle, mais aussi de sanctionner unilatéralement sa violation, et souvent en court-circuitant les instances multilatérales comme l'ONU. Il y a un autre point commun que le document met en lumière et qui me semble très très fort. C'est l'idée d'un effacement de la violence. Oui, et c'est sans doute l'un des points les plus subtils de l'analyse. Les sanctions, par leur nature même, elles cachent leur violence. On parle de chiffres, de barils de pétrole, de transactions bancaires. C'est un langage froid technique. Froid, technique, juridique. On ne voit pas les hôpitaux sans médicaments, les coupures d'électricité, l'impact humain qui peut être dévastateur. La violence est bien réelle, mais elle est abstraite, mise à distance. D'accord. Pour les sanctions, je vois. Mais pour l'invasion, qui est une violence très visible, comment peut-il y avoir un effacement? La violence physique, elle, n'est pas effacée, bien sûr. Mais sa signification politique l'est. Elle est recouverte par une épaisse couche de discours moral. On ne parle pas de domination. On ne parle pas d'un acte de domination, mais d'une mission de libération.
La destruction est justifiée par la reconstruction à venir, la violence est requalifiée en nécessité éthique. Donc dans les deux cas, la contrainte est là, mais elle n'est jamais présentée comme telle. Elle est toujours habillée en autre chose, soit une procédure légale, soit une action morale. Alors si on met tout ça bout à bout, de la requalification du langage à ce continuum entre droit et force, quelle est l'idée la plus percutante de cette analyse? Celle qu'on doit vraiment retenir. Si on devait résumer l'idée la plus forte en une seule phrase, ce serait celle-ci. L'invasion militaire n'est pas l'échec de la diplomatie par les sanctions, mais sa forme la plus extrême. C'est la sanction ultime. C'est la sanction ultime, oui. Celle qui intervient quand tous les autres outils de pression juridico-économique sont jugés insuffisants. Pour reprendre les mots exacts du texte, c'est la sanction qui ne dit pas son nom. Pourquoi qui ne dit pas son nom? Qu'est-ce que cette formulation cache? Elle cache le fait que l'invasion n'est jamais présentée comme une punition. Une sanction, c'est une punition pour avoir enfreint une règle. Or, on l'a vu, le discours est celui de la réparation. Exactement. Le discours de l'invasion n'est pas celui de la punition, c'est celui de la restauration de l'ordre. C'est là que le fameux régime discursif politico-hégémonique joue son rôle à plein. C'est le logiciel qui fait tourner le système. C'est une bonne image, oui. C'est le logiciel qui permet de passer de la norme au droit, puis du droit à la guerre, sans jamais avoir l'air de rompre la logique ou de se contredire. Du coup, l'invasion n'est plus une anomalie, une rupture scandaleuse du droit international. Mais l'outil de régulation ultime du système. Voilà. Quand tout le reste a échoué... C'est une conclusion qui redéfinit complètement la notion de souveraineté. Elle ne serait donc plus un absolu. C'est exactement ça. En articulant sanction et invasion de cette manière, on révèle ce que l'analyse nomme une hiérarchisation implicite des souverainetés. Une hiérarchie. Oui. En théorie, tous les États sont souverains et égaux. En pratique, certains le sont plus que d'autres. Pour certains États, la souveraineté est un droit. Pour d'autres, elle devient conditionnelle. Donc la souveraineté ne serait plus un droit inaliénable, mais une sorte de permis de bonne conduite qui peut être retiré si on ne respecte pas les règles fixées par d'autres. C'est une excellente façon de le formuler. Le système ne dit pas « la souveraineté n'existe plus ». Il la recode. Elle devient un privilège accordé sous condition de conformité. C'est très clair. Si vous vous conformez aux normes économiques, politiques, stratégiques définies par l'acteur dominant, vous pouvez jouir de votre souveraineté. Si vous déviez, ce privilège peut être suspendu, d'abord par des sanctions, puis, si nécessaire, par une intervention. Pour récapituler un peu notre parcours, on est donc parti de deux outils qu'on oppose souvent. L'invasion et les sanctions. Oui. Et en suivant cette analyse, on a vu comment ils peuvent être compris non pas comme des événements isolés, mais comme les deux extrémités d'un même spectre de pouvoir. Un continuum. Un continuum, voilà. Rendu cohérent et surtout acceptable par un discours très sophistiqué qui mêle le langage technique du droit, la rhétorique de la morale et l'exercice brut de la force. C'est une parfaite synthèse. Le texte propose une grille de lecture très structurée, très cohérente dans sa propre logique. Il faut vraiment le voir comme un modèle pour penser ces phénomènes. Un outil de pensée? Oui. Et, bien sûr, une telle grille de lecture soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Ça mène à une question importante pour aller plus loin. Laquelle? Cette analyse, elle décrit une logique hégémonique très puissante, basée sur la puissance et la norme. Mais que se passerait-il si l'on confrontait ce récit à d'autres récits tout aussi puissants? Par exemple? Par exemple, comment ce discours de souveraineté conditionnelle dialoguerait-il, ou plutôt entrerait-il en collision, avec un discours purement nationaliste pour qui la souveraineté est un absolu non négociable? Ou un autre type de discours, peut-être. Ou à l'inverse, avec un discours purement humanitaire pour qui la seule chose qui compte est la protection des populations, peu importe les frontières. Comment ces logiques s'affrontent-elles dans le monde réel? C'est peut-être là que se trouve la suite de la réflexion.